Avec, bonjour Philippe, une nouvelle discipline sportive dans les jardins, c'est quoi le garden staging? Le garden staging, c'est plus le home staging. Effectivement, régulièrement sur Télématin, on va vous apporter des solutions concrètes à travers des petits relookings, petites surfaces ou surfaces moyennes, mais avec des solutions concrètes. C'est-à-dire que tout le monde peut piocher des idées ici et là pour réaliser son jardin, sa terrasse, son balcon. Aujourd'hui, on part sur un cas concret. Vous savez, ces petites maisons, il y en a beaucoup, qui ont une petite surface à l'avant et la surface de vie est plutôt à l'arrière parce qu'à l'avant, il y a des voitures qui se garent, etc. C'est pas très joli. Donc, mais pour rejoindre la partie avant de la partie arrière, il y a les fameuses allées sur les côtés. Alors, ces allées, souvent, elles sont abandonnées. Il y a les poubelles, il y a un vélo qui rouille, on ne s'y arrête pas, elles sont moches, etc. C'est vraiment très peu organisé et on l'a vraiment peu colonisé. Moi, ce que je vous propose, c'est de transformer ces allées en un lieu de vie, en un lieu de passage agréable, un lieu de vie. On peut s'arrêter, on peut lire, on peut manger, on peut partager des choses avec ses amis, on peut vraiment flâner. Vraiment, ça va devenir un jardin à part entière, donc on peut créer un autre jardin. En plus, on n'est pas obligé de donner la même tessiture du jardin, la même ambiance qu'à l'arrière, puisque c'est une partie vraiment privilégiée. Donc ce matin, je vous propose de transformer ces allées souvent abandonnées en un lieu de paradis. Regardez. L'idée aujourd'hui, relooker une allée presque abandonnée dans une maison au sein d'un lotissement. Un endroit enclavé, entre deux murs qui écrasent le lieu. Alors comment faire de cet endroit un havre de paix où il fera bon vivre et s'y reposer? Un avant-après impressionnant avec des astuces simples à mettre en place. Déjà, on va nettoyer le dallage. Comme souvent dans les maisons, il est laissé à l'abandon. Les dalles deviennent noires, recouvertes d'algues, de mousse et de salissures. Ça se passe en 3 temps. La première consiste à retirer les taches spécifiques qu'on a sur le support. La deuxième étape, c'est le nettoyage. Au même titre que quand on peint un mur, on lessive la surface au préalable. Lorsqu'on veut protéger un dallage, il est impératif de nettoyer avant. Et la troisième étape, du coup, c'est la protection. Ensuite, on va conserver l'existant, c'est-à-dire tailler la haie dans le cas présent. Une haie d'if que l'on va désépaissir de 10%, ce qui va agrandir la perspective de l'ensemble pour briser le côté autoroute sombre. On va y insérer des pots en aménageant des niches à l'intérieur de cette haie. Des pots Pepsi de couleur fuchsia qui vont contenir justement des fuchsias qui résisteront à l'ombre dominante du lieu. On va aussi y monter des étagères, une pergola qui sert à la fois de banc mais qui contient de chaque côté des bacs qui recevront des grimpantes et un potager pour les enfants en hauteur pour un accès plus facile. Et pour les plantes, que choisir? Pour ce lieu enclavé un peu sombre, ce qui est bien, c'est de mettre des couleurs qui vont égayer, qui vont apporter du rythme. Et en plus, penser aussi à la perspective des végétaux, en mettant des plantes hautes, des plantes plus basses, pour qu'on ait envie à chaque fois d'aller jusqu'au bout de cette allée. Pour la bande de terre, on va créer du rythme, déjà en y apposant 2 bacs en bois qui vont donner de la hauteur, et puis on va planter. Des plantes hautes briseront la platitude du massif grâce aux graminées. On donnera du style au jardin en choisissant une couleur dominante, ici le bleu. Bleu comme les hortensias, les agapantes et les perovskias. Un peu de soleil aussi avec une multitude de fleurs rosées et orangées. Sans oublier la base du massif avec du feuillage clair comme les hostas par exemple. On habillera aussi la base du mur avec un treillage en bois sur lequel on fera grimper des clématites de collection. Qui dit allée dit balisage. Donc, éclairage de nuit, car un jardin peut se vivre 24 heures sur 24, ici avec une nouvelle technologie LED facile à poser. Le balisage lumineux permet de mettre en valeur les fleurs, les massifs dans le jardin ou également le long d'une allée. Donc ça permet à la fois d'avoir un aspect sécuritaire, mais c'est aussi un effet décoratif. Ça se pose extrêmement facilement. C'est des petits pics qui sont à planter dans la terre et qui peuvent être orientés aussi. Regardez cet avant-après de jour, on ne reconnaît plus vraiment l'allée. Ce coin est devenu non seulement un endroit de passage, mais aussi un véritable jardin où l'on peut enfin se reposer. La version nuit reste originale grâce au LED qui donne toute la puissance au jardin. Les ombres des plantes sont mises en lumière aussi grâce à des lampes bougies faites de paille qui ne s'éteignent plus par grand vent. Un lieu magique, facile à reproduire chez soi, le plus dur c'est de s'y mettre.
super ça, Philippe. Alors rapidement, quelques autres bonnes idées. Alors vous savez, il y avait une haie Oui. assez monotone. On a légèrement taillé à l'intérieur. On y a inséré des pots très Pepsi, un peu fuchsia. Et ce qui donne aussi, on rompt la monotonie. Aussi, dans le massif, c'était assez plat. On y a mis des bacs, alors qu'il y avait de la pleine terre, pour aussi créer un effet de vague. Donc, ça agrandit visuellement le jardin. Il faut agrandir, quand on a une petite surface, d'avoir des astuces pour agrandir le jardin. On a mis des fleurs plutôt claires. Donc, quand c'est un peu sombre, on met des fleurs claires. Le blanc, c'est formidable pour illuminer un jardin, enfin la couleur blanche des fleurs. Et puis, ces petits chemins en LED qui sont justement très sécures pour les enfants. Donc, ça aussi, c'est très bien la nuit pour avoir un chemin de passage, car c'est toujours une allée de passage. Et le avant-après est assez exceptionnel. On a rattrapé l'allée qui était plutôt recouverte de champignons et qui avait, au fil du temps, avec des lichens, était noire. Maintenant, on retrouve ce côté rouge. Et puis voilà, même de la fenêtre, c'est assez graphique et assez joli. Super, merci beaucoup. Il était où le gentil Yuki? Où il était le gentil Toutou? Il était où, hein? Il était où? Où il était le gentil Kiki? Et où il est le pépéro Wawa? Yuki, c'est Spécial dédicace, hein, Richard Gottener, rien que pour Oui. vous, Natacha. C'est parfait, Alors, adéquat. on va parler du petit Yuki, du petit chien à sa maman. Non, on ne va pas ridiculiser l'animal de compagnie, d'autant qu'il peut nous aider à garder la forme pour cette Exactement. rentrée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque été, en principe, j'arrive à la rentrée avec plein de bonnes résolutions. Ouais, et aucune. notamment l'idée de faire du sport, enfin. Alors, c'est toujours difficile de tenir ces bonnes résolutions quand on reprend sa vie quotidienne. Mais finalement, faire du sport avec son chien, pour tous ceux qui en possèdent un, c'est quand même beaucoup de foyers en France. Hein. Il y a plus d'un foyer sur deux qui possède un animal de compagnie. Eh bien, faire du sport avec son chien, c'est quand même une sacrée bonne source de motivation. Ça fait plaisir au chien. Ça lui fait du bien, à condition, bien sûr, de le pratiquer dans de bonnes conditions, Oui. en respectant un certain nombre de règles que l'on va voir tout à l'heure. Et puis, ça vous fait du bien à vous aussi. Alors, j'ai eu l'occasion par le passé de vous parler de différentes activités sportives, comme l'agility qui se pratique dans des clubs. Il y a 8000 licenciés en France. Là, ce matin, ce sont des choses très simples. C'est courir avec son chien, faire du vélo avec son chien, faire de la trottinette avec son chien. Alors, vous allez peut-être me dire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de conseils pour ça? Eh bien, Ça peut être dangereux, moi, je pense. Ça peut être dangereux, effectivement. Il faut être équipé avec du matériel adéquat pour votre sécurité à vous, mais aussi pour la sécurité de votre animal. Et puis, il faut aussi respecter sa physiologie. C'est pas parce que vous avez un animal, par exemple, extrêmement actif et très joueur qu'il va pouvoir courir très longtemps. Démonstration avec vraiment des gens extrêmement motivés qui, eux, font du sport toute l'année et avec un spécialiste de matériel spécifique. Regardez. Quand on veut pratiquer un sport avec son chien, ce qui est important, comme pour les humains, c'est déjà d'avoir un animal en bonne santé. Il faut aussi qu'il ait une nourriture équilibrée et saine. Pour courir, il est important de bien équiper son chien. Et pour ce faire, il faut avoir absolument les bons produits. Le premier, c'est le harnais. C'est un harnais spécifique où il n'y a que des coutures. Pas de plastique, pas de réglage. C'est un harnais qui s'adapte uniquement à la morphologie du chien. Donc il faut venir avec son chien pour pouvoir choisir le harnais. Ah, c'est bon, mon bonhomme, t'es prêt. Eh bien. Pour pratiquer le canicross, ce qui est important, au-delà du harnais, il va falloir s'équiper d'une longe élastique, mais résistante, mais également avec une certaine souplesse. On part tout doucement en foulée, hein, on respecte bien l'allure du chien, et puis le temps qu'il s'échauffe correctement. C'est bon? Le fait qu'elle soit élastique, c'est extrêmement important puisqu'elle va permettre de protéger et le coureur et le chien. Ça permettra d'amortir. Pour faire du canicross, la longueur de la longe tendue doit être minimum de 2 mètres. Sur le mètre, la longe va venir se fixer au niveau de la ceinture. Pour ce faire, on va utiliser un matériel spécifique qui est un baudrier qu'on va venir fixer au niveau de la ceinture, donc comme ceci, et on va venir accrocher la longe à ce niveau-là. Généralement, ce sont des chiens entre 17 kg et grand maximum 40 kg qui peuvent pratiquer ce type d'exercice. Et on va privilégier aussi des animaux qui ont une morphologie athlétique. Pour pratiquer le canibike, on a besoin par contre d'un matériel spécifique pour pouvoir faire l'attelage au niveau du VTT. On a ici sur les deux vélos deux systèmes d'attache un petit peu différents. On a une partie flexible qu'on accroche directement au cadre du vélo ou au pignon de selle. Là, on est devant, ce qui fait que le chien va courir devant le vélo.
Le système permet d'amoindrir les à-coups que pourrait donner le chien pendant sa course et surtout de limiter les changements de direction si le chien est intéressé par des choses autres que sa course. On est relié au harnais du chien, le même finalement qu'on utilise en canicross. Les ordres qu'on donne aux chiens pour faire du VTT, du vélo en général, c'est d'abord devant pour que le chien soit bien en ligne avec le vélo, droite et gauche quand on veut changer de direction et stop pour s'arrêter. Avec Django, on peut courir 3/4 d'heure facilement. Il se dépense, il se muscle, c'est un sentiment de liberté. On joue avec son chien, le chien adore ça, on participe tous les deux à la même activité. Un dernier conseil? Oui, alors vous avez vu, Django, par exemple, peut courir 45 minutes, mais parce qu'il est entraîné, il faut y aller progressivement. Et sachez qu'il faut vraiment éviter les grosses chaleurs. La meilleure température pour faire courir un chien, vous savez, à peu près, Non, pas du tout. créneau, c'est entre 5 et 10 degrés. Donc au-delà, ça nécessite des efforts colossaux pour lui et on ne lui donne pas à manger avant de partir et on ne lui donne pas à boire pendant la course. Voilà, vous savez tout. Vous avez fait du sport avec Natacha, avec Greg, ben on va faire une pause. Effectivement. Allez, pas de frontières pour Télématin. On part tout de suite à Londres retrouver Gérard Grisbeck pour faire une découverte. Bonjour Gérard. On connaît en France, bien sûr, et on en parle tous les étés, le succès du fameux Puy du Fou, c'est en Vendée, qui est aujourd'hui l'un des parcs d'attractions les plus visités, les plus célèbres d'Europe, au point qu'il a inspiré, semble-t-il, nos voisins d'outre-Manche. Couille-je ? Oui, effectivement. Bonjour à tous. Vous savez, il a fallu monter dans ce nord de l'Angleterre qui était une région plutôt qui a eu beaucoup de soucis avec des fermetures d'usines, des mines, etc. Eh bien, c'est un milliardaire britannique qui a investi 45 millions dans cette région du nord, au nord de York. Ils ont rénové tout un château, toute une chapelle qui a servi de siège à des moines et à des évêques pendant 900 ans. Et ils en ont fait toute une histoire où on va là-bas, on raconte l'histoire de l'Angleterre, des Vikings jusqu'à aujourd'hui. Il y a des bénévoles. Il y a aussi le Puy du Fou qui a donné un coup de main puisque 50 personnes sont venues de Vendée pour les aider. Et puis il y a les bénévoles sur place, ils sont environ 1 millier. Alors on fait un peu tout, on a entre 5 et 80 ans. On fait à la fois de la couture, on est sur le spectacle lui-même, on fait plusieurs acteurs. Je vous propose de voir ce reportage de Sophie Chevalreau et d'Élise Derbomet. Au son des cornemuses, la côte de maille anglaise défie le kilt écossais et la bataille sans merci. Puis entre en scène la reine Elisabeth, la première, contemporaine d'un célèbre dramaturge. That is it, Mr. Shakespeare, exactly it. William Shakespeare, bien sûr. Your Majesty. Avant qu'une locomotive n'annonce la fin du XVIIIe siècle, les premières heures de la révolution industrielle. Bienvenue à Kinrain, le spectacle qui retrace 2000 ans d'histoire britannique. Ils sont prêts. Avant chaque représentation, les scènes sont mémorisées. Les costumes enfilés. Tout s'organise sous l'œil attentif d'Anne-Isabelle Dolon. Bonjour tout le monde, prêt pour ce soir? Cette Française a remporté le pari un peu fou d'installer ici, dans ce village du nord de l'Angleterre, une fresque historique grandeur nature, à l'instar du Puy du Fou. C'est la nouveauté, c'est de prendre l'ensemble de l'histoire. On commence au temps romain et on finit à la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est un éventail beaucoup plus large que ce que sont en général les spectacles historiques, avec aussi l'idée de reproduire l'extraordinaire succès du Puy du Fou. Car Kinrain a fait appel au savoir-faire du parc vendéen pour la mise en scène, les effets spéciaux et les performances techniques les plus risquées. Mais pour raconter leur histoire, les Anglais se débrouillent tout seuls. Vikings et Romains se côtoient, tous bénévoles. Les époques se mélangent. Avant chaque spectacle, l'excitation est la même. Le moment que je préfère, c'est celui-ci, avant le spectacle, quand tout le monde se prépare, s'impatiente et court partout. Ce soir, je joue une esclave romaine, un soldat anglais avec une épée, et la femme d'un mineur, donc je vais danser à la fin. Un spectacle entre histoire et légende. Des chevaliers de la table ronde à Sa Majesté la Reine Victoria. L'essor et le déclin d'un empire
et 2 guerres mondiales. Patriotes mais pas rancuniers, les Anglais n'oublient pas de reproduire la dernière et seule invasion de leur histoire depuis 1000 ans. Ils étaient venus des côtes de France, les Normands, de Guillaume le Conquérant. Et rapidement, Gérard, le spectacle a l'air pas mal. Est-ce que le spectacle a du succès? Est-ce que les gens se déplacent tout au nord du pays pour aller redécouvrir l'histoire de leur pays? Il faudra attendre pour vraiment le savoir, hein. C'est la 2e année. L'année dernière, il y avait environ 100 000 personnes. C'est pas mal pour un début. Bon, il faut voir que le Puy du Fou, c'est plus de 2 millions. On n'en est pas encore là, mais le Puy du Fou, ça va faire bientôt 40 ans. Là, c'est la 2e année. La presse britannique en parle, la télévision. Il y a eu un grand papier ici dans le Guardian, qui est un grand journal londonien. Eh bien, on verra. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à travers ça, les Anglais, les Britanniques reprennent peut-être un peu confiance en eux. À un moment donné, ils sont très divisé avec l'affaire du Brexit, eh bien, retrouver ses racines, retrouver son histoire, ça fait toujours du bien. Les Français en savent quelque chose. Merci Gérard, passez une très belle journée. Patrice, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous disiez ici hier? Oui, hier, je vous disais que c'était le jour J, celui des ordonnances et celui aussi de la France, hein, France-Pays-Bas. C'est du foot, rien à voir, mais quand même. Et aujourd'hui, en toute logique, c'est donc... J+1, non? Ben bravo, J+1. Et dans notre pays de grands bavards, J+1, c'est le jour des commentaires. Alors, point n'est besoin de s'appeler Madame Irma pour prévoir ce qui occupe les esprits ce matin. Les ordonnances travaillent, bien évidemment, pas de surprise. Vous avez les pour, les contre et ceux qui demandent à voir et le font savoir via des éditos parfois teintés d'ironie. C'est le cas de Claude Veil qui, dans Nice Matin, souligne que ces ordonnances censées simplifier le code du travail font quand même 150 pages et qu'elles témoignent d'une prudence audacieuse. C'est un texte très en même temps, écrit l'éditorialiste. Alors après... si vous aimez les surprises et les contre-pieds, je préfère vous prévenir, il n'y en a pas. À droite, on est content. À gauche, on n'est pas content. Content, Le Figaro. La main du chef de l'État n'a pas tremblé, se réjouit Jacques-Olivier Martin, qui estime que la vaste réforme promise par Emmanuel Macron est en bonne voie et il lui demande de ne pas s'arrêter de pédaler. Le gouvernement doit maintenant aller jusqu'au bout pour pouvoir engager la suite des réformes, celle de l'assurance chômage, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, etc., etc. Content aussi l'opinion qui vante l'esprit de ces ordonnances. Nicolas Bétou résume les choses en une formule, le contrat de confiance. Il explique que ça fait des lustres qu'on entretient la confrontation entre les entrepreneurs et les salariés. Là, il est question qu'ils se parlent et se fassent confiance. Seulement voilà, tout le monde a vu ce dessin animé culte qu'est le livre de la jungle. Vous vous rappelez le serpent? Absolument. Et confiance. Oui. Alors, et ce matin, il y en a qui n'ont pas confiance. Certains râlent pour la forme. Hein. C'est comme ça, en tout cas, que j'interprète la mine de Vauquier dans le dessin de Cac. Vous avez quelque chose contre la migraine, demande-t-il à Muriel Pénicaud, campée en pharmacienne, qui lui répond, et vous avez une ordonnance? Mais regardez surtout la tête de Mélenchon derrière lui. Pas content du tout, Mélenchon, comme toute la gauche et donc comme toute la presse de gauche. Une de combat de l'humanité. Sébastien Crépel écrit que la hache s'est abattue sur le code du travail. Une amère et ironique de Libération où Laurent Geoffrin pousse une gueulante. Le monde de demain qu'on nous annonce, dans le domaine social en tout cas, ressemble furieusement à celui d'avant-hier, écrit l'éditorialiste. Alors la conclusion de tout ça, eh bien, c'est qu'il faut, comme on dit, laisser sa chance au produit. Laurent Baudin le dit en termes plus élégants que moi, hein, dans l'Alsace. La future loi travail, écrit-il, conjugue pour ses opposants flexibilité et précarité. Ceux qui connaissent ou ont connu chômage et licenciement peuvent-ils dire que la situation sera pire demain? Eh bien, ça n'est pas sûr. Donc, conclusion des conclusions, qui vivra verra. Ça, c'est moi qui le dis. Alors sinon, à propos de chance au produit, il y a quand même un produit qui a convaincu hier, c'est l'équipe de France de foot. Impossible de passer à côté de la une de l'équipe. Ce matin, Thomas Lemar qui a illuminé la soirée des 80 000 spectateurs du Stade de France. Il tente un point rageur, un peu comme on montre la route, hein, celle qui mène en Russie où se déroulera le prochain mondial pour lequel les Bleus devraient se qualifier après le 4-0 d'hier contre les Pays-Bas. Et moi, ce qui m'amuse ce matin, c'est de me pencher sur les notes attribuées aux joueurs, de mettre en parallèle l'équipe et le Parisien. Alors Lemar, Griezmann, Kanté, tout le monde est d'accord. Grand, très grand match, surtout pour Lemar. En revanche, Coman, l'équipe lui met 5.
Alors, je ne sais pas si j'ai vu le même match que l'équipe, mais l'équipe lui met 5. Et d'ailleurs, je constate que le Parisien lui met 7 et dit que c'était même le joueur le plus dangereux. C'est les effets de l'avènement du en même temps, vous savez, dangereux et en même temps pas si dangereux que ça. Qui vérifiera, verra. Or, on va retrouver Arnaud Boutet pour les 4 vérités. Arnaud, bonjour. Vous recevez ce matin l'ancien ministre et président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, c'est cela. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je précise, et peut-être président d'autre chose, on verra tout à l'heure. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Merci de nous accorder votre première réaction pour un média audiovisuel depuis votre rentrée politique à Château-Renard. Alors première question toute simple, êtes-vous officiellement candidat à la présidence des Républicains? Oui, et il va y avoir du travail. Parce qu'on a perdu une élection, parce qu'on a beaucoup déçu aussi, et parce qu'aujourd'hui, ce que je veux, c'est faire renaître un espoir à droite. Je pense que les Français ont besoin qu'il y ait une parole qui soit forte à droite. Face à certaines réformes de Macron, on ne peut pas avoir que Jean-Luc Mélenchon en France. Donc je vais y consacrer mon énergie, mon envie, rassembler aussi une famille qui parfois a donné des mauvaises images de division, et surtout réaffirmer ce que sont nos valeurs, les valeurs de la droite. Parce que ma conviction, c'est que la droite doit être vraiment de droite. Qu'est-ce qu'une droite vraiment de droite, concrètement? C'est des valeurs simples et qu'on a trop souvent oubliées. D'abord, le travail. Une de mes obsessions, c'est que le travail en France doit payer plus que l'assistanat. Ensuite, c'est la défense des classes moyennes. Et on sera amené à se battre sur certains sujets, comme l'augmentation de la CSG, qui pénalisera fortement les classes moyennes. Et puis les thématiques de sécurité, sur lesquelles le président est très silencieux, et le refus du communautarisme et de l'intégrisme islamiste. Et donc ces valeurs-là, assez simples au fond, qui sont pas les valeurs d'une droite dure, qui sont juste les valeurs de la France. Alors vous dites ne plus se taire, ne plus renier ses convictions, ne plus se soumettre. Ce sont vos propres paroles. Qui est-ce que vous visez en particulier au sein de votre famille politique? Je pense qu'au fond, trop souvent, la droite donne le sentiment de s'excuser de ses convictions et de ce à quoi elle croit. Et le résultat, c'est une droite dont les gens ne savent plus exactement ce qu'elle porte et ce qu'elle défend, qui est dans l'ambiguïté, le filet d'eau tiède. Moi, je préfère que les gens se disent, voilà, quand on écoute Laurent Wauquiez, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais au moins c'est clair. On sait où il veut aller. Et je pense que c'est cette clarté que la droite doit retrouver en France. Rien n'est pire que le filet d'eau tiède, comme vous dites? En tout cas, j'aime pas. Et je pense que c'est ce qui tue la politique. C'est des élus qui cherchent à plaire, qui disent à chacun ce qu'il a envie d'entendre, et à l'arrivée, au fond, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Alors vous êtes, selon Thierry Solaire, le fossoyeur de la droite française, je le cite. Est-ce que vous êtes le meilleur aujourd'hui pour rassembler votre famille politique qui est très divisée? On va lui apporter une démonstration. On va lui montrer que non seulement la droite n'est pas morte, mais qu'elle est de retour. Et pour moi, c'est très important. Parce que je pense que la France a besoin, et qu'elle a besoin de cette parole. Pendant 4 mois, j'ai pris la décision de laisser, au fond, sa chance au président, de regarder ce qui se passait. Et je crois que les Français attendaient ça. Pas une opposition qui morde les mollets bêtement. Mais au bout de 4 mois, il y a trop d'interrogations. Il y a trop de sujets sur lesquels on a le sentiment que la communication chez le président de la République a remplacé les convictions. Qu'on nous sort des belles photos, mais au fond, pour cacher derrière, pas mal de coups de jarnac qui sont faits aux Français. Et puis, pour moi, il y a une vraie interrogation sur sa sincérité. Vous savez, ce fameux « en même temps ». Le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, parfois, dans l'approche du président. On nous dit qu'il veut déclarer la guerre au terrorisme, mais il coupe le moyen des armées. Il nous dit qu'il veut veiller sur le pouvoir d'achat des Français, mais il va augmenter la CSG fortement sur les classes moyennes. On nous parle de moralisation de la vie politique, et en même temps, il a recyclé 4 membres de son gouvernement qui ont dû être extraits en urgence parce qu'ils étaient poursuivis par la justice. Et donc je pense que les Français se disent, au bout de 4 mois, mais au fond, tous ces coups de com', toutes ces belles photos, est-ce que c'est pas destiné à nous cacher la réalité de ce qu'ils cherchent à faire? Et puis enfin, pour moi, il y a un vrai sujet. C'est qu'on ne voit pas où il veut aller. Et je pense qu'il n'est pas habité par un projet pour la France. Je ne sais pas ce qu'est sa vision de la France. Il a fait une grande interview récemment, il n'y avait pas un mot sur les questions de sécurité. Il n'y avait pas un mot sur la problématique du communautarisme en France. Et sur ces sujets-là,
la droite, elle, ne sera pas silencieuse. Vous avez entendu ce qu'a dit Alain Juppé concernant, un certain nombre de groupuscules qui, en tout cas d'amis, qui pourraient aujourd'hui influencer la droite. Il considère notamment que Sens commun, la manif pour tous, a trop d'influence au sein des Républicains. Vous qui êtes en campagne pour la présidence, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous allez éventuellement accueillir les gens de Sens commun ou au contraire leur fermer la porte? Vous savez, je pense qu'au sein de la droite, il y a des sensibilités qui sont différentes. Et je veux qu'elles puissent à nouveau s'exprimer tout en se respectant. Je veux que les libéraux puissent se faire plus entendre. Je veux que les centristes aient toute leur place à l'intérieur des Républicains. Sens commun est une des composantes des Républicains. Elle y a toute sa place, mais personne ne doit imposer aux autres sa vision. Et vous savez, je pense surtout que ces divisions ont rongé de l'intérieur les Républicains. Et qu'elles ont donné cette image pitoyable, au fond, d'une famille qui était plus obsédée par ces divisions que de parler aux Français. Mais il y a une époque où on avait chez nous des Pasqua, des Seguin, des Madelin, qui étaient des grandes figures. Philippe Seguin, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est une de mes références en politique. Et donc, il ne faut pas avoir peur du débat. Mais la vocation du président, de notre famille, c'est de s'assurer que ce débat, il soit autour d'une même colonne vertébrale. Si vous gagnez, est-ce que vous allez tendre la main aux électeurs du Front National ? Alors, je vais être très précis. Il est hors de question pour qui que ce soit aux Républicains de faire la moindre alliance avec des élus du Front National. Parce que nous n'avons pas la même vision des choses. Mais je veux parler à ces électeurs. Il n'y a pas 35% de fascistes en France. Il n'y a pas 35% d'extrémistes qui sont allés voter FN parce que nous, on les a déçus. Et parce que la droite n'était pas claire. Et je veux aussi m'adresser à ceux de nos électeurs qui ont été tentés par l'aventure d'Emmanuel Macron et qui aujourd'hui se disent « c'est pas ce qu'on attendait ». Concernant les ordonnances qui réforment le droit du travail, est-ce que ce n'est pas la réforme finalement que la droite aurait dû faire ? Vous savez, j'aime bien avoir un langage clair. Est-ce que cette réforme a des avancées ? Évidemment. Est-ce qu'il y a des sujets pour lesquels nous, on peut s'engager ? Bien sûr. Est-ce que c'est un problème pour l'opposition que de dire que dans une réforme portée par le gouvernement, il y a des bonnes choses ? Bien sûr que non. Et l'opposition que je porterai, elle sera forte, et vous l'avez compris, mais elle sera aussi capable de dire quand il y a des avancées qui peuvent aller dans le sens de la France. Mais je voudrais quand même faire une remarque. Il y a des mesures techniques. Mais soyons lucides. Ceux qui nous écoutent, les Français, ne peuvent pas penser que ces mesures suffiront à redresser la France, redresser notre économie et solutionner le problème du chômage. Parce que les vrais problèmes, eux, ne sont pas encore traités. La baisse des charges sur les entreprises, le contrôle administratif excessif sur les artisans, les PME, et surtout le problème majeur de la France, c'est que ceux qui travaillent, à la fin du mois, ne gagnent pas tellement plus que s'ils restent chez eux. Ces problèmes-là ne sont pas traités, c'est les vrais problèmes. Merci Laurent Wauquiez, qui était notre invité aujourd'hui. Laurent Wauquiez, qui est donc officiellement candidat à la présidence des Républicains. Voilà, c'est à vous. Merci Arnaud et bonne journée à tous les deux. Bien vu la musique. Bonjour Marie, parce qu'effectivement on va s'intéresser à un reportage de notre partenaire, le magazine Géo. Un reportage qui nous emmène dans la ville de Saint-Louis du Sénégal, qui est menacée pour différentes raisons, et notamment par le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, exactement, qui n'épargne pas la ville aujourd'hui, puisqu'elle est menacée par la montée des eaux. Il faut juste qu'on comprenne un peu, la ville de Saint-Louis, elle est cernée par le fleuve et l'océan. Elle est timidement protégée aussi par un banc de sable qui s'appelle donc la langue de Barbarie. Et en fait, aujourd'hui, la montée des eaux est extrêmement rapide et très dangereuse. C'est-à-dire que les maisons s'écroulent comme des châteaux de sable, Laurent. Les bâtiments tombent les uns après les autres et c'est une véritable catastrophe. Et la ville de Saint-Louis, qui est aussi réputée pour ses bâtiments coloniaux, aujourd'hui, elle est en train de perdre une partie de son histoire, puisque, d'après une étude, d'ici 2080, c'est 80% de la ville qui pourrait être inondée. Donc aujourd'hui, la ville de Saint-Louis, c'est la ville africaine la plus touchée, la plus menacée par la montée des eaux. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe, on va dire, écologique et humaine, bien sûr. Et puis, il faut trouver forcément des solutions, en tout cas durables. Explication, regardez.
Ce qu'on observe déjà par rapport au réchauffement climatique, c'est une élévation de la température moyenne, à peu près 1 degré depuis une centaine d'années. Donc plus de canicules, plus de vagues de chaleur. Des conséquences aussi assez visibles sur les précipitations qui risquent de devenir plus intenses. Et puis un véritable fléau à long terme, c'est l'élévation du niveau de la mer. On sait qu'on n'échappera pas à une élévation des niveaux de la mer, dans le meilleur des cas, d'au moins 50 cm à la fin du siècle. Au niveau de 500 ans, on peut parler de 3-4 mètres. Saint-Louis au Sénégal, c'est une ville assez importante, coloniale, une ville avec une partie ancienne, et d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 80% de l'activité économique du Sénégal se développe dans les régions côtières. Et en fait, il y a vraiment une érosion des côtes et actuellement, les côtes se sont reculées de près de 1 km au cours des dernières décennies, plus si on va plus loin dans le temps, jusqu'à 4 km. La ville a un double problème. Il y a d'un côté l'élévation du niveau de la mer, l'érosion des côtes, et de l'autre, le fleuve Sénégal qui aussi se jette dans l'océan Atlantique à Saint-Louis. Au moment où il y a des pluies diluviennes, eh bien, déborde et ça crée ce problème d'inondation. Saint-Louis restait protégé par une dune de sable et l'idée a été de percer cette lande de sable, mais ça a créé d'autres problèmes. Donc maintenant, il y a des grands travaux qui se font pour la protéger. On ne sait pas si ça va être suffisant. On dit de Saint-Louis du Sénégal que c'est la ville d'Afrique la plus menacée par l'élévation du niveau de la mer. Il est clair que les personnes qui sont les plus touchées, qui ont le plus de difficultés, ce sont généralement les couches pauvres des populations. C'est vrai dans ces pays, c'est vrai aussi à l'échelle planétaire. Souvent, la seule solution, bien, c'est de se déplacer. Le problème de ces solutions, c'est qu'elles coûtent cher. On voit bien qu'elles ne sont pas faciles à mettre en œuvre. C'est pas toujours gagnant-gagnant. Il faut déjà ne plus construire dans ces régions. Mais vraiment, la solution passe avant tout par respecter les accords de Paris, aller au-delà et tout faire pour qu'on diminue nos émissions de gaz à effet de serre très rapidement. Il faut les diviser par 3 d'ici 2050 et puis arriver à neutralité carbone dans la deuxième partie du 21e siècle. C'est extrêmement difficile, extrêmement ambitieux, mais on a toutes les raisons de devoir le faire, c'est très clair. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Bon, on l'a entendu, hein, Marie, chantier en cours pour protéger la ville. Oui, alors, oui, il y a des chantiers en cours. En tout cas, ils cherchent des solutions. C'est pas simple, on l'imagine bien, Laurent, puisque bien, ça demande des moyens extrêmement coûteux. Et là, effectivement, les habitants essaient de sensibiliser le gouvernement pour que enfin les choses bougent réellement. Effectivement, il faut agir. Voilà. Oui, et c'est pas le pays le plus riche de la planète. Continuez de s'intéresser à ce pays avec le web, Olivia, et une association qui s'appelle Nebedaï. Nebedaï, ça veut dire quelque chose de très précis. Oui, c'est une très belle histoire. C'est du Wolof. En anglais, ça donne Never Die, ne meurt jamais. C'est l'autre nom du moringa, un arbre que l'association plante en grande quantité. Alors évidemment, c'est pour lutter contre la déforestation, mais ça va bien plus loin parce que le moringa, il permet tout à la fois de lutter contre la malnutrition, parce que ses feuilles sont un complément nutritionnel très riche, de purifier l'eau, d'apporter des revenus complémentaires aux habitants grâce à la production d'huile ou de bois. Et aussi, c'est une plante médicinale. Cette année, l'objectif de l'association est de planter d'ici décembre 300 000 arbres. Alors évidemment, des moringas, mais aussi d'autres, parce qu'il faut que tout cela soit harmonieux. Là, ils en sont à peu près à la moitié, et tout cela se fait évidemment en sensibilisant les populations à l'importance des ressources naturelles, et en particulier les enfants, parce que c'est eux l'avenir. Nebedaï, si vous voulez en savoir plus, c'est un très beau projet. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, il demande un petit coup de main pour continuer de planter, effectivement, Nebedaï, qui est, je crois, installé sur le delta du Saloum. C'est à 180-200 km au sud de Dakar. Ah oui. Ah oui, carrément, la musique de circonstance, oui. Alors, avant de parler Marquis, je vais d'abord saluer Karine qui nous a rejoint, Karine Tessandier. Et si vous étiez avec nous hier, vous l'avez vu, hein, vous l'avez écouté avec beaucoup d'attention, puisqu'elle nous a proposé un parmi les goûters pour la rentrée que vous nous avez effectivement imaginé. C'est vous qui avez inventé ces recettes, Bah, au écoutez, fait, oui, parce que nous, les mamans, on ne sait jamais quoi mettre dans les cartables. On met finalement toujours un peu la même chose. Les petites gourdes, là, alors, vous savez, hier, avec on les avait compotes. de la barre de céréales maison, et là, aujourd'hui, c'est du salé. Oui, parce que figurez-vous que dans
les goûters, il y a une tendance aussi qui est d'éliminer le plus en plus de sucre, notamment le sucre, voilà, on le sait que c'est pas très bon pour la santé, on essaye de limiter ses apports. Donc l'idée, en faisant les goûters maison, c'est de maîtriser la composition. Donc hier, on a fait des petites barres de céréales maison et aujourd'hui, on va faire un petit sandwich. Mais un sandwich pour les enfants, il faut réussir à les séduire. Donc on va utiliser du pain, du beurre, du jambon, mais on va les préparer différemment. Et pour le goûter, c'est super, mais pour les pique-niques, pour les petits apéros aussi dînatoires, vous allez voir, c'est une idée. On glisse du goûter de l'enfant vers l'apéro des parents. Exactement. Il en faut pour tout le monde. Alors, on va regarder les ingrédients nécessaires pour réaliser ces makis sushi, parce que la préparation est différente. Du pain de mie, du fromage frais, du jambon, des carottes, un petit concombre et un petit peu de beurre. C'est 10 minutes de prépa. Vous allez voir, tout est vraiment dans l'idée de présentation. Donc, on prend son pain de mie. Si besoin, on enlève la croûte. Celui-là est directement sans croûte. Et avec mon rouleau à pâtisserie, je vais l'étaler très finement. Ensuite, eh bien, on va préparer ce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, on prend une carotte, on l'épluche, on coupe les extrémités et on va faire des petits bâtonnets. Là, j'ai pris des carottes fan, mais peu importe, vous prenez une carotte. Le concombre, on va également couper les petites extrémités. Vous pouvez l'éplucher si vous le souhaitez, une bande sur deux, totalement, comme vous l'aimez. Et ensuite, de la même manière, on va faire des petits bâtonnets de concombre. J'aurais pu prendre de la courgette crue, c'est très bon. Ouais. Mais j'ai pris des choses qui passaient quand même plutôt facilement avec les enfants. Carottes, concombre. Et là, on fait le sandwich. Alors, comment on s'y prend? On va mettre un petit peu de beurre, comme on le ferait sur un sandwich classique. Ensuite, on va disposer ce qu'on vient de préparer. Donc, les légumes et on va rajouter du jambon. Je vais prendre une demi-tranche parce qu'il faut quand même que ça rentre. Pour le moment, évidemment, les tailles ne sont pas parfaites, mais on va recouper tout ça dans un instant. Donc, je mets mon jambon, je vais disposer le concombre, la carotte. Et là, on va rouler. Alors, pas d'algues, pas de nori pour rouler mes makis, pas de petites, vous savez, morceaux de bambou. Donc, on roule, si vous voulez, le maki. Et je vous montre dans un moment comment on découpe. Là, c'est une autre version avec du fromage frais. Au lieu de mettre du beurre, vous pouvez vraiment varier les plaisirs. Pour l'apéro amélioré, vous pouvez mettre du caviar d'aubergine, un peu de guacamole. Vous pouvez varier les plaisirs. Et là, vous voyez, comme c'est bien compact, le pain se tient bien, on coupe les extrémités nettes et on fait des petits morceaux. Et forcément, on met dans une petite boîte à goûter pour le transporter facilement. Mais voyez, moi, je trouve qu'un petit apéritif dînatoire, voilà, ça fait son effet. Même au pique-nique, c'est facile à manger, ça dégouline pas, on s'en met pas partout. Une petite bouchée et en avant. Cuisine pour tous. Et alors, la super idée, en fait, dans l'histoire, c'est le coup du rouleau à pâtisserie sur la tranche de pain. Oui, alors on peut prendre évidemment du pain aux céréales, du pain de mie complet, mais il faut bien étaler son pain. Ça va compacter la mie et ça nous sert de support pour envelopper ce que l'on met à l'intérieur. En plus, c'est joli. Oui, puis ça se mange bien sûr toujours avec les doigts, donc c'est vraiment bien adapté au goûter. Demain, on reste dans le goûter. Parlons-en. Vous êtes sûr qu'on ne glissera pas vers l'apéro demain? Non, là franchement, non. Quoi qu'un apéritif dînatoire, on a toujours des petites bouchées sucrées à la fin. Ouais. Parce que demain, je vous propose un pain aux bananes. C'est une façon de réutiliser les bananes qui seraient trop mûres. On ne gaspille pas. On va faire ce beau pain aux bananes, ou cake aux bananes, hein, c'est un petit peu pareil. C'est vraiment très moelleux, on peut le portionner, le consommer toute la semaine et ça nous rappelle quand même nos goûters avec le pain et la barre de chocolat. Franchement, il n'y a rien de meilleur. Oui, ça donne le sourire. Puis ça nous rappelle quand Ray Ventura et ses collégiens chantaient qu'il aimait la banane parce qu'il n'y avait pas d'os dedans. Oui. Merci. Je vous en prie. À demain. À demain. Et quand Olivia est là, on parle bouquins, sorties littéraires, etc. avec une jolie petite sélection, encore en suivant l'actu de la rentrée, etc. De la rentrée des enfants, parce que lundi, c'est la rentrée scolaire. Des enfants et je suis venue avec des trésors. Des trésors pour répondre à tous les problèmes des enfants. Le premier problème, c'est comment faire accepter une nouvelle babysitter par vos enfants, par des petits-enfants. Notamment, vous leur offrez un drôle de babysitter qui vient de sortir au Père Castor. C'est un sommet de mignonnerie et en même temps, un livre très malin. Monsieur et Madame Longues-Oreilles ont 7 enfants. Vous me direz, c'est normal, ce sont des lapins. Mais Madame Longues-Oreilles... Ils vont en avoir plus alors. Oui, Madame Longues-Oreilles, en même temps, les problèmes de toutes les mamans, c'est qu'elle a une fête et elle n'a pas de babysitter.
Personne ne répond à sa petite annonce, sauf un monsieur qui arrive, c'est Gros Ours. Alors Gros Ours n'a pas tellement le physique de l'emploi de la nounou traditionnelle, il a plutôt un physique de bûcheron, vous voyez, mais bon, finalement, on se dit que comme il n'y a personne d'autre, il va faire l'affaire. Les petits lapins vont en profiter et ils vont faire croire aux babysitters qu'ils ont le droit de faire plein de choses qu'ils n'ont absolument pas le droit de faire. Donc, par exemple, de lire le Lapinovore, qui est un livre qui fait très peur. Mais après, ils vont être pris à leur propre piège, puisqu'ils vont avoir très peur. Ils vont faire croire que pour le dîner, on a le droit de manger 128 bonbons et 47 glaces, par exemple. Mais tant pis si après, on a très mal au cœur. C'est un livre très malin, parce qu'il permet d'abord de se dire qu'il ne faut pas porter de jugement hâtif sur les gens. Et surtout, ça permet de comprendre aux enfants que finalement, les règles, eh bien, ça sert à quelque chose. Si on vous dit de ne pas trop manger, eh bien, c'est pour ne pas être malade, par exemple. C'est au Père Castor et honnêtement, c'est délicieux. Les illustrations sont absolument géniales. C'est 2 Anglaises qui ont fait ça. J'ai une question sans réponse. Pourquoi la littérature jeunesse est trustée par des génies anglais? Je ne sais pas. Après la babysitter. Un génie français. Mario de Muraille, La maîtresse donne trop de devoirs. C'est chez Albin Michel Jeunesse. Alors Mario de Muraille, elle, c'est un génie de la littérature française. D'ailleurs, elle a été faite chevalier de la Légion d'honneur pour service rendu à la littérature, parce qu'elle parle aux enfants comme personne d'autre. Là, une petite fille, elle est en CM1, elle s'appelle Solène, et elle n'en peut plus, parce qu'elle a une maîtresse qui s'appelle Madame Lacrise, qui donne des devoirs à n'en plus finir. Donc quand commence le livre, elle doit trouver des images pour trouver la différence entre l'art roman et l'art gothique. Elle doit conjuguer le verbe résoudre au passé futur imparfait, et elle doit faire le classement des invertébrés. Et elle n'en peut plus. Mais d'ailleurs, les parents non plus n'en peuvent plus. Il y a une image géniale où vous avez la mère de Solène qui est à 4 pattes dans la bibliothèque en train de chercher un livre sur l'architecture médiévale. Et le père qui essaye de faire les conjugaisons. Toute la famille est en crise. Mais, nonobstant Solène et toutes ses petites amies, la maîtresse continue. Et puis, vous savez, il y a toujours dans la classe une petite fille qui, elle, fait tout parfaitement, dont la maman trouve que c'est normal de faire du travail pendant 3 heures. Et puis dans la classe, il y a aussi toujours un petit garçon qui n'arrive pas à les faire. Là, c'est Gianni, parce que ses parents ne parlent pas français. Les devoirs à la maison, c'est vraiment une vraie source d'inégalité scolaire et familiale. Mario de Muraille le montre avec beaucoup d'humour. C'est très drôle. Et à la fin, surtout, il y a une solution. Le papa de Solène trouve une solution avec la maîtresse. Et c'est ça qui est vraiment important dans ce petit livre-là. Il nous reste une toute petite minute, alors. Pour vous raconter que Folio Junior fête ses 40 ans, et ça, c'est vraiment important, parce que Folio Junior, c'est une collection pour les 9-15 ans absolument géniale. C'est-à-dire que vous pouvez absolument tous les prendre, ils sont tous formidables. Vous savez, c'est un catalogue qui a été construit pendant 40 ans, exactement comme le catalogue de Gallimard, la collection blanche, qui est la même maison. Vous avez des auteurs classiques, vous avez des auteurs modernes, vous avez des auteurs qui seront bientôt classiques. C'est formidable. Alors, ça, c'est Folio Junior, donc vous en avez combien là-dedans? Alors, je vous ai fait une petite sélection, par exemple. Dans les classiques, déjà, Roald Dahl. C'est les livres les plus rigolos pour les enfants. Et honnêtement, même un enfant qui n'aime pas lire, vous lui donnez Roald Dahl, ça marche. Des vrais classiques. Jules Verne. Verne. Parfait. Ah oui, j'étais sûre que ça vous plairait. Hop, je vous l'offre. Ça marche toujours. Dans les déjà classiques aussi, vous avez Harry Potter, évidemment. Et puis après, vous avez un autre classique, Le Petit Nicolas, San Goscinny, un chef-d'œuvre. Hein. Ça, c'est un chef-d'œuvre au même titre que L'Étranger de Camus. Et puis, vous avez les auteurs français que Gallimard a vraiment lancés. Rapidement. Parmi eux, Jean-Philippe Arouvéniaud ou Daniel Pénac. Et pour finir, vous avez, à l'occasion de l'anniversaire de Folio Junior, un concours qui a été lancé qui est très amusant. Vous savez que Daniel Pénac, il a fait les 10 droits du lecteur. Vous avez le droit de ne pas finir un livre, vous avez le droit de le lire à haute voix, vous avez le droit de le commencer par la fin, vous avez absolument, comme ça, 10 droits. Et Gallimard Jeunesse a une très bonne idée. Vous avez le droit d'inventer le 11e droit du lecteur. Je ne sais pas quel serait le vôtre, Laurent. Moi, par exemple, ça pourrait être le droit de commencer un livre par la fin.
Oui, oui, ou de relire tout Jules Verne. Alors ça, c'est déjà un droit de Pénac. Vous avez le droit de relire le même livre, Jules Verne. Donc là, vous allez regarder sur le site de Gallimard Jeunesse et vous pouvez participer à ce concours. Vous gagnerez une bibliothèque idéale de 40 folios juniors. Est-ce que c'est pas génial? Merci beaucoup, merci Olivia. Que de bonnes idées. Alors, ça ne vous a pas échappé, bien sûr. Il vous reste 2 jours pour prendre d'excellentes résolutions, puisque la rentrée scolaire, et après on arrêtera, c'est promis de vous en parler, c'est lundi. Alors, les bonnes résolutions, c'est toujours être en forme, et faire forcément un régime, faire attention à ne pas prendre trop de kilos, c'est ça? C'est-à-dire que c'est pas seulement faire un régime, c'est qu'on est de plus en plus gros, et les jeunes aussi. Par exemple, je suppose que, comme moi, vous alliez à l'école à pied. Oui. Oui, tous les deux. Ouais. Ça fait 3 avec moi, nos grands-parents, nos parents encore plus. Ça n'est plus le cas. Regardez ces images. Désormais, jusqu'à 73% des enfants vont régulièrement à l'école en voiture, selon la prévention routière, alors que presque tous les écoliers habitent près de leur école. Sur ces images, c'est le cas. Surtout dans les villes, c'est vraiment un peu absurde. On a toujours une école près de chez soi. Bon, c'est vrai que c'est pratique pour les parents de déposer les enfants et de partir au travail directement après. Et puis l'enfant évite les mauvaises rencontres, les dangers de la rue. Si l'enfant va à l'école à pied, c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes. Mais là, on est peut-être allé un petit peu trop loin parce que, figurez-vous que seulement 16% des enfants du primaire vont désormais à l'école uniquement à pied. Et ça ne va pas sans poser quelques problèmes. Comme déjà, ils passent de plus en plus de temps, tout comme nous, les enfants, devant les écrans, plutôt que d'aller jouer dehors. C'est vrai que ça aussi, ça nous rassure parce qu'on les a sous les yeux, donc il n'y a pas de mauvaises rencontres à l'extérieur, etc. Le corps en prend un coup, quoi. Mais le corps, effectivement, en prend un coup. Le résultat, c'est l'obésité dès le CM2, c'est-à-dire 10-12 ans. Désormais, presque un jeune sur 5 est en surpoids ou alors carrément obèse, ce qui est le stade au-dessus. Regardez ces images. Les ados, chez les ados de plus de 15 ans, 1,75% d'obésité, on est passé à 6,7 depuis 1997 et 8% à 15% pour le surpoids. Donc vous voyez, depuis 97, depuis 20 ans, vraiment, ça a augmenté. Les ados sont en train de devenir gras et c'est social. Vous voyez, les enfants de cadres sont 1,4% à être obèses et 5,5% chez les enfants d'ouvriers. Pourquoi? Parce que c'est une histoire d'éducation. Que ce soit à l'école ou bien dans les familles, il faut par exemple que les adultes préparent les repas avec les enfants pour que les enfants aient la notion de ce qu'ils mangent, de ce qui est bon. De plus en plus, les cantines essayent de le faire, essayent d'associer les enfants à la préparation des repas. Il ne faut pas se contenter d'ingurgiter bêtement ce qu'on a dans son assiette. C'est pas un hasard si les pays qui n'ont pas de tradition culinaire sont encore plus touchés que nous par l'obésité. Vous allez voir un schéma avec tout en bas les États-Unis, évidemment. 38% de la population est obèse aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de tradition culinaire, on mange n'importe quoi. Et tout en haut de ce schéma, comme par hasard, les Japonais, les Italiens ou nous, on est à moins de 15% d'obésité parce qu'il y a une tradition gastronomique dans nos pays. Donc il faut éduquer les enfants. Alors ça, par exemple, c'est ce qu'il faut fuir. Les sucreries, c'est encore pire que le gras. Et en plus, en activité passive, c'est-à-dire, par exemple, devant la télévision. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et n'espérez pas vous rattraper plutôt vos enfants par une activité sportive, une demi-heure, une fois par semaine. Non, selon l'Organisation mondiale de la santé, il faut 60 minutes par jour pour un enfant d'activité. Alors, ça peut être faire du vélo ou de la trottinette dans le jardin, mais... Oui, ou vous choisissez un dentiste à une demi-heure de marche. Par exemple. Oui, surtout le dentiste, il va avoir envie d'y aller. Mauvaise idée. Donc, en tout cas, il faut de l'activité physique. Et puis, c'est une histoire vraiment d'éducation à l'école ou par les familles. Faire du vélo, de la trottinette, ce que vous voulez. Je termine en revenant au transport scolaire, parce qu'il y a une solution. Là aussi, je donne une solution. Si vous avez peur de laisser vos enfants seuls dans la rue ou que vous n'avez pas le temps de les accompagner à pied, il y a une solution qui s'appelle Pédibus. On y va pédibus, jambus, regardez. Ouais. De plus en plus, les communes organisent ça. C'est comme un autobus, mais à pied. C'est-à-dire qu'il y a un adulte qui encadre les enfants avec une ligne comme une ligne de bus, tous les jours la même, avec des arrêts, mais c'est à pied. Donc ça change tout, c'est pratique pour les parents, c'est surveillé, donc il n'y a pas de danger. C'est où, ça ? Organisez ça dans votre école. Il y en a dans plusieurs endroits. Ça, c'était en région parisienne. Et ici, regardez, à Louviers, près de Rouen, encore mieux. De Louviers. Encore mieux, c'est un bus à pédales. Ça aussi, ça devient de plus en plus fréquent, un peu moins que le pédibus, mais tout de même. Là, donc, à Louviers, alors là, tout le monde est content, puisque ça fait de l'exercice, ça ne pollue pas. C'est beaucoup moins cher à acheter qu'un autobus pour les communes. Donc, organisez ça à pied ou en pédalant dans vos écoles si ça n'existe pas. J'ajoute que selon une étude danoise, aller à l'école en voiture rend les enfants stupides. Mais oui, oui. C'est comme quand ils restent trop devant les écrans, c'est une activité passive. Donc, il y a une étude très sérieuse sur 25 000 jeunes danois de 5 à 19 ans qui a prouvé que ceux qui viennent à pied ou en vélo sont plus attentifs et réussissent mieux à l'école que ceux qui viennent en voiture.
Oui, je crois qu'on fait les étonnés, mais si on réfléchit bien, Non, c'est logique. bien normal. Oui, oui, on est De plus végéter attentif sur une aussi. banquette arrière, quand on est en dehors, on écoutant fait attention un à ce programme qui de se radio passe. stupide, c'est ça, peut-être aussi. Par exemple. Merci en tous les cas. Bonjour Alex, on va faire une petite parenthèse musicale. S'il vous plaît, chut, je crois que je vais faire maître d'école ce vendredi. J'ai l'impression que j'ai les 3 les plus indisciplinés de tout France Télévisions qui sont là. Et ça rigole, et ça papote. Il y a Patrice, Olivia, et puis Alex. Alors pour la petite, vous allez lui foutre la paix, je vais faire son petit machin tranquille. Bon, ça va être compliqué. Écoutez Musique, le maître. parenthèse musicale, 3 parenthèse pépites. musicale. Oui, française, parenthèse musicale française, mais des artistes français un peu neufs, mais qui chantent en anglais comme beaucoup d'artistes français. Ils peuvent pas s'en empêcher. Voilà, là, Défense de la langue française. Oui, bah, voilà, là, pas de défense. On commence avec Norma, tout ça est très bien. Norma, c'est une jeune femme qui me fait penser un peu à PJ Harvey. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste qui a une voix assez puissante, qui a une guitare, qui chante un peu rock comme ça. Une guitare puissante aussi. Oui, une guitare puissante, absolument plein, même des cheveux puissants, je crois. Elle a l'ensemble de sa personnalité. Bon, donc. D'accord. Fallait pas me lancer. Elle est née dans les années 90, donc elle est née vraiment d'un papa fan de Bruce Springsteen, et vous allez voir que ça laisse des petites traces, et d'une maman atteinte de Beatlemania. C'est toujours une bonne nouvelle, en fait. Voilà, on dit. Et en fait, ça s'entend un peu, je trouve, dans ses compositions. C'est un peu pop, facile d'accès, un peu teigneux quand même, comme pourrait être Bruce Springsteen. C'est plutôt pas mal. Il y a vachement de références dans sa musique. Déjà, Norma, c'est en référence à Norman Jean. Voilà, donc à Marilyn Monroe. Et puis, son premier album s'appelle Badlands. Badlands, qui, pour les fans de Springsteen, est un titre de Springsteens. D'accord. Bruce Springsteen, il n'y a pas de S à la fin de Springsteen. Et vous allez... C'est une région du Wyoming. Le Springsteens. C'est aussi, je crois, un petit motif de veste. Ah, vous êtes en Springsteens. Je vois que je vous agace. J'adore. Vous savez quoi? On va regarder un extrait, vous allez voir pourquoi elle est vraiment fan de Springsteen. Le clip est assez drôle. Le clip est très drôle. Oui, c'est marrant. Ils finissent par manger une glace ensemble avec son Springsteen en papier. C'est pas la fin du film. Ça dure 3h30. Je vous ai pas alors, vous en spoilé. avez 2 autres qui. Alors oui, vous l'avez en vinyle aussi, voilà. Normal. En vinyle et en CD. Ça y est, c'est parti maintenant. C'est toujours le vinyle qui va accompagner le. Je crois. Le CD. J'attends la VHS. J'attends le retour de la VHS d'arrache-pied. Nous l'attendons tous. Ensuite. On continue toujours avec un Français. Voilà, Yann Wagner. Qui chante en anglais. Yann Wagner, si vous êtes fan de Dépêche Mode et de Étienne Dao, et de Wagner, oh le grand écart. J'adore Wagner et Étienne Dao. Oui, non, voilà. Si vous êtes fan de Dépêche Mode et d'Étienne Dao, Yann Wagner, ça risque de vous plaire parce qu'il y a cette voix grave, il y a le côté un peu synthé analogique, boîte à rythme. Comme par hasard, il a été demandé à Jean-Louis Pierrot, qui est le producteur de Bachung, de Dao justement, de Jacques No, de venir produire son album. Et le résultat s'entend, c'est pas mal du tout. Je pense que ça va cartonner. On écoute. Assagis, les voisins, hein. Mais ils ont quand même fait le petit commentaire sur la voix, parce qu'effectivement, on l'a déjà entendu, cette voix radio, ça a dû passer. Et puis le physique, mademoiselle, Olivia, non. Je n'ai rien dit, Ah, c'est vous trouvez vous. pas Si, tu as dit Hugh Grant. Il ressemble à Hugh Grant. Un petit peu Hugh Grant. Avec un petit soupir dans la voix. Hugh, ancienne période en plus. Hugh, coup de fou à Nothing Hill avec les cheveux longs. Parce C'est que ça, Hugh, maintenant, Nothing Hill. est Nothing Hill. Nothing Hill. On n'avait dit pas l'anglais. Hein. Alors oui, il sera en concert parce que Norma, la précédente, j'ai oublié de le dire, mais allez sur les internets, il y a la liste de ses petits concerts. Et notre ami Yann Wagner sera en concert à Lille le 29 octobre, voilà, à Strasbourg, enfin tout ça. Et on termine avec Elias Driss. Elias Driss,
Alors, c'est un garçon, parce que je vous préviens, parce que vous allez voir en écoutant la voix et en regardant, vous dites, ah, c'est bizarre et tout. C'est un garçon qui a beaucoup écouté Neil Young, et ça, à nouveau, c'est une bonne nouvelle. C'est lui, C'est lui, garçon, c'est lui, voilà. c'est pas une erreur de. Voilà, Ok. voilà, Elias Dries. Avec une voix androgyne, et une C'est pop. marrant, ça. Il a poussé un peu, quoi. Oui, et musicalement, c'est vraiment la pop folk intemporelle. Donc, En anglais, toujours toujours en anglais, bah oui, oui, oui. Ça se vend mieux, c'est pour ça? Bah, vous avez une chance de sortir à la frontière. Quoi. Quand vous êtes à Strasbourg, vous avez une chance de dépasser. J'ai rien contre la frontière de Strasbourg. Je vais encore avoir Parce des que amis. si tout le monde comprend la chanson, aussi, ça risque peut-être finalement de passer pour une mauvaise chanson, c'est pour ça? C'est sinon ça, c'est aussi ça. Si on traduisait tous les Bowie et les Beatles, parfois on serait ouh, qu'est-ce que ça Ah, veut bien dire tellement alors mieux en anglais. C'est n'importe quoi. Pour une citation. Regardez, c'est produit par le producteur d'une chanteuse Aléla Diane que j'aime beaucoup et vous allez voir, c'est très très bien. Regarde. Don't say you've not been hurt. You must feel this thorn inside your heart. It's your turn, your turn. The most beautiful flowers fade and sting. Alors c'est vrai, très surprenant timbre de voix. Oui, quand ça démarre, on fait ah, il y a un problème qui est-ce de. Puis en fait, on s'en fout que ce soit un garçon ou une fille. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelque chose qui musicalement est sympa et flatte l'oreille. On est d'accord? On est d'accord. Et que trouve-t-on ce matin, mon bon Patrice, dans les pages culturelles de la presse? Eh bien, si je vous dis ZEP, vous allez peut-être penser à zone d'éducation prioritaire. Prioritaire, Mais pas seulement, parce que ZEP, c'est le papa de Titeuf, ouais. Titeuf. 15e album, ça y est, c'est dans les librairies. Le turbulent gamin à la mèche blonde est de retour. Et je lis ce matin dans Le Parisien que ZEP a vendu 21 millions d'albums depuis que Titeuf existe. C'est beaucoup, je ne me rends pas compte, c'est énorme. C'est gigantesque, 21 millions d'albums. Alors ce gamin de 10-12 ans, ce héros de 10-12 ans, qui s'y connaît très bien en zizi, rappelez-vous, Ah oui, c'est vrai, c'est est lui. dessiné par un homme qui nous explique, il fait une petite autopsychanalyse tranquille, en quelques lignes ce matin dans Le Parisien. Il nous dit, mon papa était flic, j'étais un enfant assez inquiet, mon père, qui bossait à la criminelle, 36 quai des Orfèvres, nous racontait des histoires atroces de cadavres découpés. J'avais l'image d'un monde assez violent et c'est sans doute pour ça que je me suis mis à dessiner des histoires drôles, à faire des blagues. C'était une façon d'inventer un monde beaucoup plus rassurant. Voilà ce que raconte l'auteur de Titeuf ce matin dans Le Parisien. Et il nous explique aussi qu'il était... Bon, il faisait beaucoup de blagues à l'école et il était souvent collé façon Guy de Graine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pardon, c'était une marque, mais enfin, vous vous rappelez Oui, la je me pub souviens très bien. où Vous ne Guy ferez de jamais Graine qui rien dans la vie. dessinait et qui se faisait prendre par l'oreille et mener au piquet avec le bonnet d'âne parce qu'il avait dessiné. Lui, il faisait pareil, il dessinait sur les pupitres et il était collé à chaque fois. Voilà. On dirait ton enfance à l'école d'ailleurs. Ça me rappelle quelque chose, sauf que moi, je ne sais pas dessiner. C'est ça le problème. Non, mais il gravait sur les tables. Des cœurs. Alors, Angoulême, ça vient de se finir. Un festival chasse l'autre. Arrive Deauville, festival du cinéma américain, 43e du nom. Et on apprend ce matin dans Le Parisien que c'est Michel Hazanavicius qui présidera le jury de ce festival. Jury dans lequel on trouvera aussi Benjamin Biolay, Éric Lartigot, Emmanuel DeVos, Charlotte Lebon et quelques autres. Et Michel Hazanavicius nous explique aussi, dans l'interview qu'il accorde aux Parisiens, qu'après ces 5 Oscars dus à The Artist, eh bien, des producteurs américains lui ont proposé des scénarios, des livres à adapter, et ils ont même, pour certains d'entre eux, donné carte blanche. Monsieur Hazanavicius, faites ce que vous voulez, on produit. Mais faites-le. Pour l'instant, il a décliné. Mais il dit bien pour l'instant, donc il n'est pas à exclure qu'à l'avenir, il fasse un film américain. Je suis tombé en arrêt ce matin devant cette photo, pêchée dans Libération. Ça se passe à Ouzaï. Alors Ouzaï, c'est quoi? C'est un bidonville qui est près de Beyrouth. Et cette ville, ce bidonville, a été transfiguré par des artistes. Regardez comme c'est coloré. Et derrière tout ça, évidemment, il y a comme souvent une histoire. Et l'histoire, c'est celle qu'a voulu et que nous raconte Ayad Nasser, qui est un Libanais qui a grandi à Ouzaï, une
un bidonville qui compte 40 000 personnes, essentiellement des chiites qui ont été installés là, on va dire à la hâte, hein, sans autorisation des propriétaires des terrains, c'est important. Ça s'est passé en 82, lorsqu'il y a eu l'invasion israélienne et les bombardements au Liban. Et à 17 ans, ce gamin décide d'aller en France pour retrouver sa mère qu'il avait abandonnée, parce que la guerre est ainsi faite que parfois ces choses-là se passent. Et il va faire fortune dans l'immobilier. Et une fois qu'il a tout cet argent, il dit « j'ai envie de faire quelque chose pour mon village ou bidonville d'origine ». Et il va investir un peu plus de 100 000 euros. Et il va surtout solliciter son réseau pour faire venir des artistes auxquels il donne carte blanche pour redessiner en quelque sorte la ville. Alors pas redessiner à la façon d'un architecte, mais dessiner sur les murs. Et les artistes disent OK, c'est ainsi que 30 greffeurs, peintres, sculpteurs sont venus. Du coup, il y a pas mal de talents locaux qui se sont révélés et les murs de la ville se sont colorés. Il y a aujourd'hui des fresques sur les murs et même des citations de poètes. Alors comme toujours, quand on prend une initiative sympa, il y a les grincheux. Alors, on n'a pas le droit de mettre quoi que ce soit de confessionnel et de politique. C'est l'initiateur du projet qui l'a voulu. Mais du coup, les gens hurlent à la censure. À quoi ça sert de s'exprimer quand on ne peut pas parler ni de Dieu ni du roi? On l'accuse aussi de faire la promotion de la construction illégale, parce que c'est vrai qu'on est en train d'embellir des bâtiments où les gens sont là illégalement. Et puis, on lui dit qu'il pourrait mieux utiliser son argent, etc., etc. C'est vrai que cette ville est une décharge à ciel ouvert. C'est une belle histoire racontée cependant par Mélanie Houet dans l'IB. Merci Patrice.